Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce 9e atelier G2EP organisé par Réseau Environnement et le ROBVQ et réalisé grâce à la contribution financière du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Je suis coordonnatrice technique senior chez Réseau Environnement et j'aurai le plaisir d'animer cet atelier aujourd'hui qui s'intitule « Comment favoriser l'aménagement d'infrastructures naturelles pour la gestion des eaux pluviales ». On va y parler d'aspects sociaux, politiques et réglementaires en lien avec la mise en œuvre d'infrastructures naturelles et certains aspects liés à leur coût d'implantation et d'entretien. Et pour ceci, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Simard, candidate au doctorat et chargée de cours au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais, et Jean-François Bissonnette, professeur adjoint au département de géographie de l'Université de Laval. Juste avant de commencer, j'aimerais juste vous rappeler que la période de questions, normalement, aura lieu en fin de webinaire et vous aurez l'opportunité justement de lever la main pour qu'on vous donne la parole et poser la question en live. Mais il se peut aussi que vous soyez mis à contribution pendant le webinaire. Donc, n'hésitez pas justement à lever la main pour prendre la parole. Donc, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à nos conférenciers et conférencières. Bon webinaire. Merci. Bonjour, je vais d'abord commencer par partager mon écran. Je pense que c'est dans l'ordre des choses. Ce ne sera pas très long. Et voilà, donc ça devrait être en mode présentation. J'espère que vous voyez bien. Je vais d'abord me présenter, ensuite je céderai la parole à ma collègue Caroline Simard. Alors, bonjour tout le monde, Jean-François Bissonnette, je suis professeur adjoint au département de géographie de l'Université Laval. Je suis géographe de formation et j'enseigne principalement dans les programmes de développement durable du territoire qui sont donnés à notre faculté. Je dirige également les programmes de maîtrise en agroforesterie. Je dirige également plusieurs étudiants gradués qui sont réunis au sein de l'URGENCE, c'est-à-dire l'unité de recherche sur la gouvernance environnementale et les controverses socio-écologiques. Alors, très rapidement, je dirais que mes intérêts de recherche sont de nature interdisciplinaire au carrefour entre la gestion de l'environnement et les politiques publiques. Je m'intéresse à différentes formes d'action collective pour la conservation de l'environnement, autant en milieu forestier, agricole que urbain, périurbain. Très heureux d'être ici. Bon, merci Jean-François. Alors moi, c'est Caroline Simard. Donc, comme Noémie et Candice l'ont dit, je suis candidate au doctorat en économie écologique à l'Université du Québec en Outaouais et membre de la chaire de Jérôme Duprat en économie écologique. Donc, c'est un retour sur les bancs d'école pour moi. Donc, ça fait 10 ans que je suis économiste de l'environnement à divers endroits. Puis ma spécialisation, c'est vraiment les analyses coûts-avantages, les analyses économiques, mais sur les dimensions environnementales, plus particulièrement sur les services écologiques. Et puis, je m'intéresse beaucoup aux infrastructures naturelles vertes comme moyen de lutter contre les changements climatiques. À ce sujet, moi, j'ai passé à Ouranos comme économiste où est-ce qu'on a travaillé sur des problématiques d'inondation riveraines. Et puis, dans le cadre de mon doctorat, je suis plus dans le milieu agricole et dans le milieu de la qualité de l'eau, puis de la lutte contre les algues bleu-vert. Et puis aujourd'hui, je suis bien contente de vous reparler d'un article qu'on a écrit, Jean-François et moi, là, sur justement les infrastructures naturelles vertes comme moyen de lutter contre les changements climatiques. Puis j'espère pas trop vous endormir avec des beaux chiffres et des dollars. On va débuter. Vous allez voir tout au long de cette présentation, Caroline et moi, on va s'échanger la parole. On va vraiment fonctionner comme ça en tandem. Alors, j'espère que vous arriverez à bien nous suivre. On va commencer par une introduction générale pour rappeler certaines notions qu'on va aborder aujourd'hui. Bon, d'abord, lorsqu'on parle de gestion des eaux de pluie, des eaux de surface, on fait référence à des aménagements, bon, principalement dans les villes, dans les milieux périurbains également. Et bon, je voulais vous présenter une définition des infrastructures naturelles, c'est-à-dire un ensemble d'espaces verts et bleus interreliés permettant de préserver la valeur et les fonctions des écosystèmes qui fournissent des bénéfices aux sociétés. Donc, c'est une définition bon, assez reconnue qui présente le paradigme dans lequel cette réflexion s'inscrit, hein, c'est-à-dire que cela vise la valorisation des services écologiques et ça remet en question la dualité entre milieu naturel et anthropisé, c'est-à-dire qu'une ville doit être conçue également comme un écosystème anthropisé
visée. Alors, on a intérêt à permettre le fonctionnement donc, des écosystèmes au sein d'un milieu urbain. Donc, il existe un grand nombre d'infrastructures naturelles, mais elles ont des avantages, elles offrent des bénéfices intéressants, notamment en raison de leur caractère multiscalaire en général, puisqu'il faut les planifier pour la connectivité écologique à l'échelle régionale, généralement, du moins tendre vers cela. Les infrastructures naturelles sont également multifonctionnelles, puisque oui, elles rendent un ensemble de services écologiques à la population, donc filtration de l'eau, biodiversité, esthétisme, mais elles peuvent aussi permettre au déplacement, au transport actif, par exemple, de prendre place. Il y a donc plusieurs objectifs qui peuvent être remplis grâce à ces aménagements. Donc, ça peut être également pour assurer, comme je le mentionnais, l'accès à des milieux verts, donc pour des questions sanitaires, des questions de bien-être. Et tout cela entraîne donc un ensemble de co-bénéfices. Et là, Caroline va vous en dire davantage là-dessus, mais les co-bénéfices sont plus complexes à mesurer parce qu'en effet, il y a l'aménagement, disons, naturalisé qui va filtrer l'eau, va donc permettre de réduire aussi la fréquence des surverses. Donc, tout ça peut être comptabilisé, mais il y a un ensemble d'autres bénéfices évoqués tout à l'heure, comme l'esthétisme, la qualité de vie, la qualité du milieu de vie, donc qui sont un peu plus difficiles à quantifier, quoi. Ils peuvent l'être selon différentes méthodologies. Donc, Caroline et moi et d'autres auteurs avons développé une typologie des infrastructures naturelles. Ce n'est pas entièrement exhaustif. Il pourrait en exister d'autres qui ne sont pas répertoriés ici. Mais je voulais simplement attirer votre attention aussi sur le lien étroit qu'on peut retrouver entre gestion des eaux pluviales et donc l'ensemble de ces aménagements. Bon, ici, j'ai souligné, là, si on veut, la case de gestion de l'eau parce qu'il y a un ensemble d'aménagements spécifiquement conçus pour la gestion de l'eau. Mais si on regarde même donc les toits verts, même la végétation verticale, les écotoits, tout cela aussi joue un rôle très important pour la gestion de l'eau, pour l'infiltration de l'eau, pour l'évapotranspiration, par exemple. Idem pour les structures de transport aussi, comme les chaussées perméables, notamment, qui permettent une infiltration de l'eau. Donc, il faut considérer un ensemble d'avantages associés aux infrastructures naturelles, notamment pour la gestion des événements climatiques extrêmes. Donc, ça devient incontournable et ça entre bien sûr de plus en plus, c'est déjà bien présent dans les cultures, dans les façons de faire en aménagement urbain. Mais on dit aussi que les infrastructures naturelles s'apprécient dans le temps, selon, dans certaines conditions, puisqu'évidemment, c'est assez complexe, ça dépend du type d'infrastructure naturelle. Et à la toute fin, je donnerai un exemple, mais il est possible qu'un bassin de rétention des eaux se remplisse de sédiments dans le temps qui nécessitent des aménagements, qui nécessitent un entretien plus important que ce qu'on avait pensé à l'origine. Mais on dit que de façon théorique, il y a une appréciation des infrastructures naturelles puisque la végétalisation permet une aggradation des fonctionnalités écologiques, ce qui n'est pas le cas avec des infrastructures grises traditionnelles où on peut carrément prévoir la vitesse de dégradation, c'est-à-dire de dépréciation. On sait à peu près en combien de temps un barrage, une usine de traitement des eaux devient désuète, donc n'est plus fonctionnelle. On parle aussi de bundle de services écologiques, c'est-à-dire d'ensemble de services écologiques qui sont valorisés par une même intervention, par un même aménagement. Donc, tout ça, ce sont des avantages très intéressants, mais qui sont difficiles à quantifier. Et c'est un peu finalement le cœur, le nœud de cette présentation, c'est d'explorer la quantification, comme va le faire Caroline, de ces infrastructures naturelles, de leurs bénéfices. Et là, ici, je voulais rappeler des chiffres qui sont assez connus, mais je pense que c'est important de le souligner. C'est que l'aide financière accordée en cas de catastrophe, selon le programme fédéral du même nom, est passée pour les années 70 à 95 de 10 millions de dollars à 360 millions de dollars de 2011 à 2016. Donc, il y a une augmentation très rapide des coûts associés aux événements, si on veut, aux événements météorologiques extrêmes. Alors, on peut imaginer que l'option des infrastructures naturelles, même si elle est peut-être plus coûteuse à certains égards, devient extrêmement intéressante à moyen et long terme.
Et je voulais aussi évoquer les enjeux de la résilience, hein, en fait, parce que lorsque je vous parle d'infrastructures grises, d'infrastructures traditionnelles, ça s'inscrit généralement dans une approche de résilience de la persistance, hein, c'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est vraiment à retourner à un état initial connu suite à une perturbation. Donc, par exemple, s'il y a une augmentation de la fréquence des crues, eh bien, on va reconstruire un barrage ou une digue, mais de façon plus solide et on va la faire un peu plus haute, tout simplement. Ça, ce serait le paradigme traditionnel. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est un paradigme d'adaptation qui cherche à s'ajuster aux impacts réels et attendus. C'est-à-dire qu'on va tenter de tirer avantage de certaines situations. Prenons par exemple un exemple. On sait que la pluviométrie attendue va être plus importante, du moins qu'il y aura plus d'événements extrêmes. Alors, on va tenter de doter une ville d'infrastructures de rétention des eaux pour empêcher les surverses en fonction de ce qu'on connaît finalement de l'augmentation d'épisodes de forte pluviométrie. Et en aménageant, par exemple, un certain nombre de fossés de rétention des eaux qui correspondent à peu près au volume d'eau supplémentaire attendu lors de ces événements de pluie très forte. Et un troisième paradigme, une troisième approche tente d'aller encore plus loin, hein, ça vise à transformer de façon proactive les systèmes et constamment, donc de façon à les renouveler. Donc, ce serait par exemple un processus d'innovation collectif qui permet de poursuivre la recherche de solutions en mobilisant non seulement les technologies connues, mais en tentant d'en intégrer de nouvelles, en favorisant les changements de comportement à grande échelle, en intégrant de nouveaux acteurs, de nouvelles connaissances, donc ce qui conférerait une plus grande marge de manœuvre pour l'adaptation au changement climatique, donc pour faire face, par exemple, à ces épisodes de pluie très forte ou encore à ces épisodes de sécheresse. Donc, évidemment, une approche transformative est complexe, dépend beaucoup des facteurs socio-économiques, politiques, locaux, mais tout de même, on peut constater progressivement, en fonction des circonstances, un changement de paradigme, donc de la persistance à au moins l'adaptation. Sur ce, je cède la parole à Caroline. Oh, ton micro est éteint, Caroline. Un grand classique des Zooms. Hein? Donc, tu peux changer de slide, Jean-François? Oui. Parfait. Alors, on se transporte un peu, on était dans les considérations théoriques et tout ça. Maintenant, on s'en va sur le plancher des vaches, mais un peu partout. Donc, des exemples d'histoires à succès, il y en a disséminés un peu partout dans le monde. Je vous en ai mis quelques-uns. Seattle, Portland, New York, qui est très connu là, pour sa ceinture bleue, Toronto aussi, Barcelone, Berlin, Singapour, Melbourne, puis Montréal, qui est cité dans les exemples à suivre par des auteurs à l'international. Et prochaine slide. Aussi, ce qu'on appelle les villes éponges. Donc, en Chine, la Chine a connu vraiment là, un développement puis une urbanisation très rapide, ce qui a vraiment accentué là, la problématique des inondations riveraines. 98% des villes là-bas subissent des inondations chaque année, ce qui entraîne, bien entendu, des dommages aux infrastructures, beaucoup de sinistrés et puis même des victimes en termes de perte de vie humaine. Donc, en 2015, la Chine a décidé de lancer un programme de ville pilote, le concept de ville éponge, qui vise vraiment là, à réutiliser l'eau de pluie. Donc, ce n'est pas une idée qui est nouvelle. Hein? Il se base sur tout ce qui a été fait depuis les années 60-70 en termes de bonnes pratiques de gestion des eaux pluviales, puis de développement à faible impact et tout ça, des mouvements qui ont commencé à la fois aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et puis, c'est juste qu'il pousse plus loin l'idée d'intégrer vraiment les infrastructures naturelles vertes avec la réutilisation de l'eau de pluie. Puis, l'espace urbain est vraiment pensé, aménagé pour favoriser l'infiltration, l'absorption de l'eau. Et donc, c'est ce qui nous amène au concept de ville éponge. Donc, il y a tout d'abord à droite, on voit une photo de la ville de Séoul.
Donc, là-bas, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont aménagé les rives pour pouvoir tenir compte des fluctuations naturelles du cours d'eau. Et puis, il arrive là, que pendant des saisons plus humides, que ce que vous voyez là va être complètement inondé. C'est un cas qui est quand même qui est très connu. Donc, ils ont aussi des structures où est-ce que les toits des immeubles vont devenir de grands espaces verts, les jardins retiennent la pluie, ce qui va bien sûr réduire les inondations. Les toits végétalisés vont redistribuer l'eau dans les habitations. Puis, comme je disais, les routes et les trottoirs là, sont perméables pour pas que l'eau s'accumule en surface. La photo du centre, c'est le quartier de Rummelsberg à Berlin, en Allemagne. Donc, ici, on va vraiment utiliser les toits et les murs végétalisés pour venir conserver l'eau puis rafraîchir la ville par évapotranspiration. Fait qu'ils ont tout refait ce quartier-là sous ces principes-là. C'est un autre cas école. Et puis, finalement, à droite, on voit là, une des photos qu'on revoit le plus là, par rapport aux infrastructures naturelles vertes. C'est la ville de Jinhua en Chine avec son pont. C'est un pont qui est devenu emblématique. Les gens en sont extrêmement fiers. Puis il a été bâti là, pour être capable de résister à des inondations là, de récurrence 200 ans. Donc, c'est ça. Donc, le parc, tout ce parc-là ici qu'on voit, il est capable d'absorber non seulement les inondations, mais il va aussi retenir les nutriments, le limon, pour pouvoir garder des nutriments pour que les plantes puissent continuer à croître durant la saison sèche. Là, tous ces espaces verts-là vont pouvoir lutter contre la pollution de l'eau et de l'air et puis permettre aux régions arides de stocker l'eau des moussons. Donc, d'ici 2030, 80% des zones urbaines en Chine visent à devenir des villes éponges. Prochaine slide. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va revenir au Québec, au Canada. Alors, si on regarde par rapport au Québec, les principaux défis que les villes du Québec affrontent, on voit ici en haut à droite, c'est le centre d'épuration de la Rive-Sud de Longueuil qui a été établi en 1992. Et puis, en fait, ça, c'est vraiment caractéristique de l'ensemble des usines d'épuration du Québec qui avaient été construites, implantées via un programme gouvernemental de l'époque, pas mal tous. Fait qu'ils ils ont pas mal tous, ils arrivent pas mal tous à la fin de leur durée de vie utile. Ça fait 40-50 ans qu'ils sont là. Fait qu'on est vraiment dans un contexte où est-ce que les infrastructures sont vieillissantes, puis il faut qu'on commence à penser à les revoir. Ceci combiné avec le fait qu'il y a des nouvelles exigences environnementales qui sont de plus en plus fortes, et puis il faut pouvoir les intégrer. Et puis, bien entendu, le développement du territoire, les pressions de développement, notamment des banlieues et tout ça. Puis, on ne peut pas passer à côté des enjeux de changement climatique. Donc, selon les projections d'Ouranos, les épisodes de pluie extrêmes sont appelés à augmenter en fréquence et en intensité. Puis, ce que ça veut dire en termes de conséquences pour la gestion des eaux pluviales, c'est qu'il va falloir s'attendre à avoir des dépassements plus fréquents et de plus forte amplitude par rapport à la capacité des ouvrages en place. Fait qu'en contexte de reconstruction des infrastructures et tout ça, il va falloir intégrer ces éléments-là. Donc, un peu pour faire écho à ce que Jean-François parlait tantôt pour la résilience, il y a tout le mouvement qu'on appelle le Build Back Better, donc reconstruire de façon plus résiliente, reconstruire mieux. Et pour ça, il faut des bonnes données, il faut les bonnes métriques pour pouvoir opérer les questions d'arbitrage, parce que c'est bien beau les grands principes, mais ça coûte des sous. Alors, il faut valider est-ce qu'on en a pour notre argent. Donc, prochaine slide. Alors, je vais commencer ici avec le cas de Montréal.
pour essayer de regarder un petit peu les coûts d'implanter diverses mesures de gestion des eaux pluviales. Alors ça a été un premier exercice de calcul qui a été fait par Ouranos. Puis ici, en fait, c'est que ça incluait certaines infrastructures naturelles vertes, dont des barils de pluie, des jardins de pluie, des toits verts, versus des structures qui sont de plus grande portée, donc des bassins de rétention, puis aussi des mesures de gestion des eaux pluviales, mais qui visent plus les secteurs commerciaux, industriels et tout ça. Donc, pour pouvoir bâtir ce premier estimé, ils avaient ciblé 4 indicateurs, dont 2 ici que je vous ai mis. Donc, ils ont essayé de quantifier les bénéfices associés au coût de la réduction des surverses, c'est-à-dire le volume des déversements en milieu naturel, sans traitement, bien entendu, mais aussi l'indice hydraulique, là, donc le coût de dépassement de capacité du réseau. Puis, faute de données, malheureusement, ils n'ont pas été capables d'estimer l'impact, l'efficacité en termes d'infiltration. Donc, ici, c'est une analyse coût-efficacité. Puis, on va voir quelles sont les implications pour ça. Alors, prochaine slide. Donc, un ratio coût-efficacité, c'est mesuré en termes de dollars par mètre cube. Ce que ça signifie, c'est qu'on estime une quantité fixe, une efficacité cible, et puis on va regarder combien ça coûte d'atteindre cette même cible pour les différentes mesures évaluées. Donc ici, on voit les barils, les jardins de pluie dans le secteur résidentiel, des réservoirs, des toits verts et des bassins de biorétention pour les secteurs industriels, commerciaux et institutionnels. Et puis finalement, des ouvrages beaucoup plus de plus grande contenance, des ouvrages de rétention, donc des bassins de surface. Puis on voit bien entendu que le bassin souterrain, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que, bien entendu, c'est pas bien entendu, mais en fait, c'est l'infrastructure grise qui va primer, qui a le meilleur ratio coût-efficacité, c'est-à-dire le ratio le plus faible, donc qui coûte le moins pour la même efficacité. Fait qu'on voit aussi que c'est tellement plus faible, le ratio est tellement meilleur que ça demeure la meilleure option dans toutes les situations. Donc, c'est ça, ça va être beaucoup plus intéressant là, que les bassins de biorétention ou que les réservoirs là, pour gérer l'augmentation des eaux de ruissellement qui vont découler là, des changements climatiques. Puis, un autre fait à noter, c'est que les toits verts, ici, qu'on voit qui sont quand même la 4e mesure en termes de ratio coût-efficacité. Fait que c'est pas si loin que ça dans le classement, là, je dirais, des différentes mesures. Mais n'empêche que ce qu'on ne voit pas ici dans les données, c'est qu'il en faudrait 17 000 toits verts dans les secteurs commerciaux, industriels et institutionnels pour réussir à atteindre la cible d'efficacité pour tenir compte des changements climatiques puis réduire de façon suffisante les eaux de ruissellement. Fait que même si le ratio coût-efficacité est bon ici, on se pose des questions là, sur la vraisemblance de ce scénario-là. Puis à l'inverse, même si les barils et les jardins de pluie, eux, sont assez réalistes à mettre en place, bien là, on se voit qu'ils se heurtent à un fort coût avec un ratio coût-efficacité vraiment beaucoup plus élevé que les autres. Ils se distinguent vraiment à ce niveau-là. Donc, on voit là, ce ratio coût-efficacité-là nous permet de voir que même si ça semble être une bonne idée et tout ça, en termes d'efficacité, ça ne le rencontre pas. Fait qu'on exclurait en fait ce type de solution selon ces données-là. Mais ce qu'il faut donc ça ici, c'était vraiment pour l'indicateur de la réduction des surverses. Puis allons voir maintenant la prochaine slide sur l'indicateur hydraulique, c'est-à-dire le dépassement des capacités du réseau.
Donc, on voit qu'encore une fois, c'est vraiment le bassin de rétention là, qui a le meilleur ratio coût-efficacité. C'est encore un peu, le classement est assez similaire. Et puis ça, ici, c'était pour une période de retour de 2 ans. Ils ont refait l'analyse aussi pour plusieurs périodes de retour, bien entendu. Puis le classement ne change pas. Donc, c'est vraiment les bassins de rétention qui ont le meilleur ratio coût-efficacité en ce qui concerne le coût des surverses. Mais ce classement-là, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est vraiment tributaire là, du choix des indicateurs de performance. On se rappellera qu'ici, on ne tient pas en compte de l'infiltration. Ce qui nous amène à la prochaine slide. Oui, je voulais juste vous mentionner que cette étude qui date de 2011, en fait, elle a fait l'objet d'une mise à jour et puis ça devrait être publié bientôt. Donc, c'est un rapport technique qui accompagne une étude sur les analyses coût-avantage sur les différentes mesures de lutte aux inondations en contexte riverain. Et puis, en fait, ici, on propose des estimés de coûts pour l'ensemble de ces mesures d'adaptation. Et puis, il y a beaucoup d'infrastructures naturelles vertes qui sont mentionnées. Donc, on voit ici le toit vert, le baril de pluie, jardin de pluie, biorétention. On voit aussi la restauration de milieux humides et puis des changements dans l'utilisation du sol, soit des restrictions sur les cultures ou carrément l'introduction d'un corridor écologique, d'une zone de mobilité ou des bandes riveraines surdimensionnées. Donc, on a refait un peu l'exercice qui avait été fait en se servant en fait des chiffres du premier rapport de Desjarlais que je vous ai présenté tantôt. On a mobilisé tout un groupe d'experts et puis de disciplines vraiment variées, donc du génie, des phytotechnologies, de la restauration des milieux humides, du milieu municipal, pour venir faire une mise à jour des différentes métriques de coûts. Fait que ça devrait sortir bientôt, puis je vais vous inclure le lien vers à la fin dans les références pour la présentation. Je voulais vous le mentionner là, que ça s'en vient. Prochaine slide. Donc, comme je disais tantôt, là, on voit que notre première métrique économique nous pousse à choisir les infrastructures grises versus les infrastructures naturelles. Mais, comme je vous disais, c'est aussi parce qu'on a pu seulement quantifier les bénéfices selon 2 indicateurs. Il y en a qui n'étaient pas là, notamment l'infiltration. Donc, les eaux de ruissellement, ça a des impacts en termes de, si on les réduit, on peut réduire les dommages qui sont dus aux inondations. Alors, ça m'amène à un deuxième cas de quantification, qui est la prochaine slide, qui est celui du bassin versant de la rivière Chaudière. Donc ici, c'est une analyse avantage-coût de différentes mesures d'adaptation aux inondations riveraines. C'est un projet qui est plus large que le sujet aujourd'hui. Par contre, ils ont estimé de façon très précise les bénéfices de la réduction des eaux de ruissellement en termes de coûts évités en dommages. Parce que quand je regardais dans la littérature, puis aussi dans la littérature grise, les questions des divers intervenants, je voyais que c'était souvent mentionné, on n'a pas ces coûts-là, mais on en a quand même quelques estimations au Québec qui ont été faites avec le logiciel Hydrotel en collaboration avec l'INRS, l'Université Laval. Et puis aussi, ça, c'est la nouveauté de ce rapport avec le logiciel SWAT aussi pour regarder l'impact des milieux humides sur la gestion des eaux pluviales. Donc, ici, c'était un projet qui avait 2 études de cas. Il y avait l'étude de cas de Compton, mais étant donné que les impacts sont surtout en termes d'inondation de champs agricoles, je pense que ça concerne un peu moins la gestion des eaux pluviales qui est le sujet aujourd'hui. Donc, j'ai choisi de me concentrer vraiment sur l'étude de cas de Chaudière. Puis, en fait, on a déjà un premier estimé de coût évité en termes de dommages. Donc, ils ont estimé que
les coûts des inondations représentaient 39 millions sur 50 ans, dont 60 pour les indemnités versées par le ministère de la Sécurité publique. Là. Donc, Jean-François, en début de présentation, nous parlait que c'est des coûts qui sont apportés à augmenter de façon assez importante dans le temps. Puis c'est pour ça aussi qu'on est en train de revoir toutes les politiques d'occupation dans les zones inondables, puis d'indemnisation aussi. Là, on sait qu'on a changé les règles par rapport à ça parce que ça représente des coûts extrêmement importants pour nos sociétés. Donc, prochaine slide. Alors, voilà. Alors, comment ils ont calculé ça? Comme je vous expliquais, ils ont un scénario de référence. Fait que pour être capable de situer ce 39 millions sur 50 ans par rapport à quelque chose de concret qui pourrait être transférable, c'est sûr que tout ça a été quantifié vraiment pour la rivière Chaudière, pour leur hydrologie et tout ça. N'empêche que ça nous donne une règle du pouce sur laquelle on peut peut-être faire des premières analyses pour voir qu'est-ce qui est intéressant pour notre municipalité. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur de ce 39 millions sur 50 ans, je vous l'ai ramené en valeur équivalente annuelle. Puis, je vois une question ici. Oui, la présentation va être disponible après. Puis, comme je vous disais, il va y avoir aussi les liens vers les différentes études là, qui sont citées vers les différents cas. Donc, ici, pour vous le situer, il y a 972 résidences qui sont touchées, 2200 sinistrés potentiels, puis ils ont estimé que la valeur des actifs à risque résidentiels, donc la valeur des maisons, totalise une valeur de 115 millions. Donc, c'est sûr que si on se place, ça c'est sur le bassin de la rivière Chaudière, donc pour les villes de Beauceville, de Sainte-Marie, de Scott. Fait que c'est quand même des villes avec des centres-villes, des densités urbaines et tout ça. Ce qui va changer par rapport à des villes comme Montréal, bien, c'est sûr, c'est au niveau de la valeur foncière, là. Donc, on est capable de faire des règles de 3 un petit peu pour avoir des comparaisons avec d'autres municipalités. Et puis, une autre nouveauté ici, souvent, on n'est pas capable de quantifier les impacts en termes de réduction des dommages dus aux inondations, mais on a aussi regardé un autre type de bénéfice qui est souvent non quantifié, qui est les bénéfices liés à la qualité de l'eau. Donc, on va utiliser un état de référence de l'environnement. Ah non, pas encore. Merci. Un état de référence de l'environnement, puis on l'a calculé avec un logiciel Inves. C'est un logiciel qui est ouvert, puis qui a une communauté de pratiques très, très active, très réactive. Fait que quelqu'un qui a des compétences assez de base en analyse géospatiale est capable de faire rouler ça. Et puis, d'ailleurs, les paramètres la paramétrisation du logiciel a été faite pour l'ensemble du Québec méridional. Fait que ça va être disponible là, sur le site d'Ouranos s'il y en a qui voudraient refaire ce type d'analyse-là dans leur propre municipalité. Donc, l'état de référence de l'environnement pour le cas de la Chaudière, en termes de qualité de l'eau, on s'est concentré sur, dans le fond, les coûts évités en matière de traitement des nutriments, puis les coûts évités en matière de traitement des sédiments. Donc, c'est pour ça qu'ici, on est obligé d'avoir les quantités de base qui sont issues du bassin versant. Donc, ici, on parle de 2,58 millions de kilos d'azote et 360 000 kilos de phosphore et 185 000 tonnes de sédiments qui sont drainés là, dans les cours d'eau du bassin versant. Ça a été calculé via le logiciel Invest. Prochaine slide. Donc, c'est ça que je vous disais, la prise en compte des impacts environnementaux, c'est vraiment quelque chose qui est novateur ici dans cette étude. Fait qu'on peut estimer les bénéfices de la réduction du ruissellement des nutriments et des sédiments via le logiciel
Invest. Fait que là, ici, on voit en A, B, C, D, E à droite les différents modules que Invest a. Et puis, à gauche, on voit la suite. C'est très petit, je suis désolée. C'est pour ça qu'on va s'assurer que vous ayez la présentation puis les liens pour pouvoir les consulter. Donc, ici, on voit de quoi on a besoin, sur quoi ça s'appuie en termes de couche géospatiale, puis quel est l'output que ça va donner. Donc, vous, à la fin, si vous voulez le paramétrer, il faut juste spécifier les valeurs de coûts associées à chacun des quatre modules. Donc, on voit ici Nutrient Delivery Ratio, qui est en fait sur les nutriments, les sédiments. On a aussi estimé l'impact en termes d'habitat pour la biodiversité et finalement sur la séquestration du carbone. Ils utilisent ce qu'on appelle land use, land cover, donc les usages des sols comme intrants. Et puis, ils vont pouvoir nous donner des quantités biophysiques de chacun de ces services écologiques. Puis, si vous désirez, vous pouvez les convertir en valeur économique. Il faut juste utiliser, par exemple, les coûts de traitement aux usines d'épuration des eaux pour les nutriments et les sédiments. Et puis, au niveau de la séquestration du carbone, on recommande d'utiliser la valeur sociale du carbone ou la valeur de marché là, qui est un peu moins élevée. Mais normalement, les bonnes pratiques nous recommandent plutôt d'utiliser le coût social du carbone. Donc, ceci nous donne... C'était pour, en fait, le potentiel de coûts évités par réduction du ruissellement. Donc, cette étude de cas est intéressante aussi parce qu'ils ont regardé un scénario en particulier, le deuxième, qui inclut beaucoup d'infrastructures naturelles vertes. Donc, ici, on voit que c'est sur ce scénario qui coûte 176 millions sur 50 ans, est constitué d'un corridor d'inondabilité de 45 km², de bandes riveraines boisées majoritairement en milieu agricole sur 63 km². C'est des bandes riveraines de 25 mètres, si ma mémoire est bonne. Et puis aussi, comme je vous expliquais, au niveau législatif, surtout en Beauce, ils ont décidé de sortir certaines propriétés une fois qu'elles sont trop souvent inondées. Donc, ils ont décidé dans ce scénario de verdir les lots qui ont été expropriés, ce qui représente un 8 km². Puis c'est ce qui nous donne l'ensemble des coûts du scénario. Alors, ce scénario nous permet d'éviter 71% des coûts qu'on a mentionnés tout à l'heure. Donc, par rapport aux bénéfices environnementaux, un peu plus précisément, on parle de 66 millions sur 50 ans, convertis en valeur annuelle, 3 millions par année. Puis pour la séquestration du carbone, c'est un peu moins élevé, là, avec un 36 000 par année. Donc, ça nous donne un peu une première idée de bénéfices associés à l'implantation d'infrastructures naturelles dans un cadre urbain et rural. Ah oui, j'ai une question ici sur les agriculteurs. Oui, on peut peut-être rester sur l'autre slide. Oui, en effet, je n'ai pas le temps peut-être de parler du projet en tant que tel, mais peut-être que je peux au moins déjà dire comment ça a fonctionné. Donc, c'était un projet de 3 ans. Et puis, il y a vraiment eu toute une mobilisation des parties prenantes. Donc, on a commencé l'idée, parce que souvent, quand on fait des analyses coût-avantage, on va arriver avec des spécialistes externes qui vont proposer des solutions. Et puis, comme économiste, notre travail, c'est d'essayer de mesurer l'ensemble des impacts à la fois en termes d'efficacité sur la réduction des impacts des inondations, mais aussi de regarder les impacts psychosociaux, les impacts environnementaux. Là, on n'a pas procédé comme ça. On est parti du milieu et puis on a constitué des groupes et puis puis on a soumis plutôt les scénarios à ce qu'on appelle un jury citoyen.
Fait que, avec un comité local, on a ciblé quels étaient les acteurs à avoir. Puis, bien entendu, les agriculteurs étaient autour de la table. Il y avait aussi les aménagistes parce qu'on est dans un contexte du PRMHH, le plan de réhabilitation des milieux humides, où est-ce qu'on essaye de viser un zéro perte nette en termes de milieux humides. Donc, ça nous donnait aussi des occasions de financer notre scénario. Donc, on a mis tous ces gens-là autour de la table, puis on leur a dit, bon, ben très bien, alors il y a des inondations sur la Chaudière, quels devraient être les différents scénarios qu'on regarde? Alors là, je vous ai juste présenté le scénario maximum infrastructure naturelle, mais il y avait un scénario mitoyen qui, lui, était ce qu'on appelait le scénario milieu humide acceptable. Alors, c'était les agriculteurs ou les propriétaires terriens qui eux-mêmes disaient, bon, on pourrait mettre un milieu humide ici en compensation ou des choses comme ça. Fait que c'était comme un scénario concerté. Et puis, on a regardé les impacts. Fait qu'on a d'abord estimé rapidement quels devraient être les différents scénarios pour réduire la problématique des inondations. On a consulté les citoyens, les parties prenantes. Ils nous ont construit des scénarios qui voulaient qu'on passe à l'analyse économique. Et puis, pas juste à l'analyse économique, mais aussi à l'analyse hydraulique. Puis on a pu estimer l'efficacité de ces scénarios qui ont été co-construits. Puis ensuite, on leur a proposé les résultats. Donc, ce n'est pas ce scénario. En fait, c'est dommage. La slide, je ne pensais pas avoir le temps nécessairement de la montrer. Donc, le résultat global est négatif en termes de valeur actuelle nette. Mais je trouvais quand même intéressant de voir l'ampleur des coûts à éviter puis l'efficacité du scénario sur ces coûts-là. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. En termes de compensation pour les agriculteurs, effectivement, il ne passe pas le test. S'il avait passé le test, là, on se serait posé la question de la compensation adéquate pour les agriculteurs. Je vous inviterais à ce sujet à aller voir plutôt l'étude de cas de Compton, parce que là, c'était vraiment axé beaucoup plus sur les agriculteurs, puis comment les compenser. Puis là, on voyait bien aussi qu'il y avait d'autres enjeux qui étaient liés au manque de terres agricoles, parce que même si je vous compense, si vous manquez de terre pour pouvoir cultiver, bien là, on se trouve à vouloir aller peut-être développer des terres agricoles sur d'autres secteurs, ce qui n'est pas nécessairement permis entre les MRC. Donc, ça posait des beaux casse-têtes là, en termes d'arbitrage. C'est jamais si facile que ça, faire les arbitrages économiques comme ça. C'est une excellente question. Bon, peut-être que je pourrais continuer. Ah, je pense qu'il y a d'autres questions dans le chat que je n'ai pas vues. Très bien. OK. Considérant que le centre-ville de Sainte-Marie a été récupéré par la rivière, votre scénario a-t-il comptabilisé la zone inondée avant ou après? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce que la personne veut ouvrir? François, est-ce que tu veux la poser verbalement peut-être? Oui, bien en fait, vous m'entendez? Oui. Votre calcul, est-ce qu'il a considéré la récupération de la zone inondée? Parce que là, la zone inondée a été sacrifiée. Là. Il y a eu des démolissements des bâtiments. Est-ce que vous avez considéré ça comme un retour au naturel? C'est ce que je voulais comprendre là, dans votre évaluation. Implicitement, ce que je comprends de la question, c'est est-ce qu'on a inclus des frais, des coûts de remise en état pour la remise en état naturel, c'est ça? Pour pouvoir calculer la valeur, parce que dans le fond, si on retrouve un milieu naturel, on pourrait estimer via notre logiciel Invest, là, dépendamment du couvert, ça va nous donner certains bénéfices environnementaux. Ben, nous, on n'a pas mis d'hypothèse sur des coûts de remise en état. On a plutôt supposé, étant donné que les horizons de temps étaient longs, on a plutôt supposé un certain délai avant de retrouver des valeurs naturelles, donc des services environnementaux associés à ça. Donc ça, c'est une des hypothèses qu'on a mis. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments, François? Oui, ben en fait, c'est ce que comme la municipalité était très près de la rivière, je pense que c'est un cas extrême. C'est la rivière qui l'a récupéré. Fait que je me disais, dans quelle
de quelle façon vous avez considéré ça, ce gain-là? Ou bien non, s'il n'est pas pris en compte, parce que c'est une superficie importante qui était habitée, puis tout d'un coup, on la sacrifie. Je ne pense pas, en tout cas pour ce qu'on vit, là, on ne sacrifierait pas une superficie aussi grande dans une municipalité déjà bâtie. Volontairement. Là, la superficie, ce scénario-là, il y a eu, le MSP a comme averti que lorsque les maisons vont atteindre un certain montant de dommages, un certain pourcentage de la valeur de la maison, ils ne seront plus éligibles au remboursement là, des indemnités du MSP, mais ça concerne 1000 lots. Donc, c'est sûr que sur une municipalité de la taille de Sainte-Marie, effectivement, éventuellement, il va y avoir, ça fait beaucoup, mais ce n'est pas des si grandes. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas sorti l'ensemble des kilomètres carrés qui sont mis là. On n'a pas carrément converti tout ça en forêt. Est-ce que c'est ça que vous vouliez dire ou je ne suis pas sûre de comprendre la question, désolée. Non, c'est bon. Je vais creuser. D'accord. Ben, je vous enverrai le lien, puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Parfait. Ici, j'ai une deuxième question. C'est super les coûts évités sur le long terme, mais malheureusement, les décisions politiques sont généralement prises sur le court moyen terme. Pensez-vous qu'il est possible de concilier les deux? Ah, ben ça me prend les devants sur peut-être les autres considérations qu'on va avoir justement, parce qu'effectivement, les enjeux de court, moyen, long terme, ben ça prend les bons types d'analyse. Donc, le premier type d'analyse, analyse coût-efficacité, on voyait qu'il y avait certaines insuffisances. Et puis, je vais vous parler de d'autres types d'analyse. Ici, c'est une analyse coût-avantage. C'est justement le type d'analyse qui nous permet de regarder des horizons beaucoup plus longs, puis de comparer des avantages court terme. Fait que supposons qu'on aurait des grands coûts d'implantation à court terme, mais des bénéfices qui se poursuivent à l'infini à long terme. Bien, il y a moyen, si on prend des horizons de temps assez longs, de pouvoir les comparer ensemble. Je pense notamment aux analyses de cycle de vie ou des éléments comme ça. Fait que pour pouvoir concilier ça, mais ça nous prend les bons outils d'analyse. Donc, peut-être prochaine slide. Alors ici, justement, donc, ce qu'on voit, c'est que c'est crucial de pouvoir mesurer adéquatement les bénéfices qui sont propres aux infrastructures naturelles. C'était surtout visible dans le premier exemple où est-ce qu'on comparait les bassins de rétention avec les toits verts et les jardins pluviaux. Donc, ici, je vous parle d'exemples des toits verts. Fait qu'il y a plusieurs études qui démontrent les bénéfices. Je peux vous en donner quelques-unes. Donc, ici, on nous parle que une étude, donc ça a été étudié à la fois au Québec, par la chercheure d'Agenais et puis un peu partout dans le monde, là. Donc, c'est ça, on sait que les toits verts nous aident à faire face aux événements de pluie intense. C'est pas encore OK. Oui. Mais c'est pas grave, Jean-François, c'est vrai, on peut le laisser. Donc, c'est ça. Fait qu'ils sont appelés, excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Donc, les toits verts potentiels pour réduire les volumes d'eau pluviale et les débits de pointe des eaux de ruissellement. Fait que là, ils ont regardé 3 métriques. Donc, en termes de taux de rétention maximal des ruissellements, certaines études ont estimé qu'il y avait entre 44 et 88 % des précipitations qui pouvaient être réduites. En termes de qualité des eaux de ruissellement, on penserait intuitivement que c'est de l'amélioration, mais il y a eu des études qui ont trouvé qu'en fait, les toits verts augmentent les concentrations en phosphate et en nitrate, probablement à cause des végétaux. Fait que c'est pas clair si ça peut pas causer une détérioration de la qualité de l'eau. Fait que c'est des éléments qu'il faut quand même considérer. Puis à Taïwan, ici, on a trouvé des concentrations de sédiments puis de nutriments 10 fois plus élevées dans les eaux de ruissellement des toits verts que dans des eaux de toit conventionnelles. C'est quand même des éléments qu'il faut considérer. Mais les infrastructures naturelles, ce n'est pas juste du bénéfice, il faut aussi faire les validations nécessaires.
Puis, bien entendu, les toits verts aussi, c'est la capacité de réduire les fluctuations de température et le flux de chaleur dans les bâtiments. Donc, ça va venir diminuer la consommation d'énergie liée au chauffage et à la climatisation. Vous voyez ici, dans cette étude que j'ai trouvée, on nous parlait on ne peut pas quantifier économiquement les économies de ça. On sait que ça existe, mais on n'y arrive pas. Bien, bonne nouvelle, il y a un logiciel là, qui permet de le faire, qui s'appelle iTree. Et puis, il y a eu différentes études, notamment d'ailleurs à la Ville de Québec, qui a estimé là, les impacts de lutte contre les impacts de sa canopée urbaine en termes de lutte contre les îlots de chaleur avec le logiciel iTree. Donc, les bénéfices en termes de réduction de coûts de chauffage et de climatisation peuvent être estimés. Les gens peuvent le faire à l'échelle de la propriété. Alors, ce soir, si vous voulez, vous pouvez aller regarder votre adresse puis voir l'impact d'ajouter un arbre sur votre facture d'électricité. En spécifiant le bon prix d'électricité, bien entendu. Ça, c'est sûr que le fait que notre électricité ne coûte vraiment pas cher nous incite moins à adopter ce genre de mesures. Donc, c'est ça. Fait que les bénéfices en termes d'îlots de chaleur sont assez clairs puis assez bien mesurés. Puis il existe des outils pour les regarder. Donc, prochaine slide. Donc, on comprend en fait qu'il y a toute une foule de bénéfices des infrastructures naturelles en gestion des eaux pluviales. C'est difficile à quantifier, mais il y a plusieurs études qui les démontrent, qui les reconnaissent, tellement que la FEMA aux États-Unis, qui est l'agence qui gère les désastres naturels, a décidé d'abaisser son seuil de rentabilité des mesures, le ratio avantage-coût, qui est normalement de 1 pour que la mesure passe. Ils l'ont abaissé à 0,75 quand ils peuvent accréditer qu'il y a des co-bénéfices propres aux infrastructures naturelles. Fait qu'on est vraiment conscient que ces bénéfices-là existent, parfois difficiles à quantifier, mais on change la règle de décision pour en tenir compte de ce qu'on appelle les co-bénéfices. Et puis, on se posait la question, est-ce qu'il y a un pendant québécois de ce genre d'approche? Je ne pense pas que c'est normé à ce point au Québec. On n'est pas obligé, ça serait... oui, c'est ça, fait qu'on se posait la question, Jean-François et moi, est-ce qu'il pourrait y avoir un pendant québécois je ne sais pas s'il y en a qui ont des réponses ou qui veulent nous écrire quelque chose par rapport à ça dans le chat. Donc, la mesure des bénéfices économiques, comme je vous disais, il y a plusieurs types d'analyses économiques. On vient d'en voir deux. Tout en bas, on voit l'analyse coût-efficacité. Peut-être juste un petit rappel pour mes collègues non économistes. Donc, l'analyse coût-efficacité, je l'ai expliqué rapidement, c'est vraiment d'établir le coût unitaire des mesures, puis ça permet de comparer chacune des solutions l'une par rapport à l'autre, puis de déterminer la moins coûteuse. Puis on intègre à la fois les coûts fixes, les coûts variables, et puis on tient compte aussi du moment où est-ce que les dépenses sont effectuées. Par contre, il y a plusieurs éléments qui ne sont pas pris en compte dans ce type d'analyse-là. Donc, principalement, ça ne permet pas d'intégrer dans une seule analyse plusieurs avantages correspondant à différents objectifs. Donc là, on se souvient qu'il y avait une seule métrique d'efficacité, puis ça imposerait de faire des analyses distinctes, là, comme nos deux tableaux tantôt. Ça ne peut pas être de façon combinée. Fait que ça, c'est un des désavantages majeurs. Par contre, ça nous donne une très bonne première analyse, surtout s'il n'y a pas beaucoup de données sur les bénéfices. Donc, le type d'analyse économique qui permet le mieux de répondre au choix des différentes mesures, c'est vraiment l'analyse coût-avantage, qui est vraiment analogue à l'analyse de cycle de vie, parce que ça nous permet vraiment de comparer l'ensemble des coûts, en autant qu'on ait fait une liste qui est exhaustive, des différentes mesures envisagées avec les bénéfices qu'on espère en tirer, et puis de déterminer si l'action est rentable pour la municipalité, pour ses citoyens ou non. Il y a une règle de décision claire, ça nous permet de mettre ça ensemble, mais en autant qu'on puisse quantifier monétairement, puis qu'on ait le temps aussi de le quantifier monétairement de façon adéquate. Ensuite,
il y a aussi l'analyse multicritère qui est un peu mitoyenne entre les deux, où est-ce qu'on ne va pas nécessairement quantifier l'ensemble des coûts et des avantages, mais on va plutôt faire appel à un groupe d'experts, puis on va leur demander de prioriser certains indicateurs qualitatifs. Puis on va pouvoir, donc c'est ça, on va établir une pondération préétablie entre les différents critères. Puis ça nous permet de contourner puis d'aller un peu plus vite sur la quantification monétaire de tous les avantages. Voilà. Je ne sais pas pour le temps. Est-ce que ça va bien? Donc, on a les différents types d'analyses. Ça nous amène ensuite à la question des outils. Donc, je vous en ai mis deux ici qui sont classiques, développés par l'Agence de protection environnementale des États-Unis. Puis, il y a aussi ce nouveau logiciel, excusez-moi, IDST, mais il y en a toute une foule d'autres. Pardon. On peut changer de slide, Jean-François. Donc, on voit ici, on nous liste 10 premiers outils de modélisation avec les différentes pratiques d'infrastructure verte qui sont appréhendées dans ces outils. Il y en a plusieurs qui sont ouverts, qui sont non payants. Et puis, on donne différents commentaires. Il y a ensuite, il y en a une dizaine d'autres. Il y en avait recensé dans cette étude-là 20. On peut changer là, de slide. Donc, on voit qu'il existe vraiment une grande variété d'outils de modélisation, puis on arrive à regarder des infrastructures naturelles vraiment variées, allant des milieux humides aux tranchées d'infiltration, les bandes riveraines, et puis les outputs que ça va nous donner, ce n'est pas juste des ratios coût-efficacité, ça va vraiment être des bénéfices qui vont être quantifiés sous la forme d'analyse coût-avantage, analyse cycle de vie. On peut regarder la prochaine slide. Oui. Donc, ça ici, c'est sûr que cet article a traité de façon plus approfondie. Donc, on voit le logiciel de l'EPA qui est Sustain. Et puis, on voit aussi le LIDRA qui est très utilisé. Et il y en a plusieurs autres. Celui aussi au Royaume-Uni qui est vraiment très intéressant parce qu'il est accessible gratuitement. Et puis, voilà. Alors, on avait une question pour vous. Est-ce que c'est des outils que vous connaissez? Peut-être qu'on peut le laisser sur la dernière slide. Donc, est-ce que c'est des outils que je ne connais pas la provenance? C'est quoi les gens aussi, beaucoup autour de la table, quel genre d'expertise ils ont? Mais est-ce que c'est des outils que vous connaissiez là, pour quantifier les bénéfices? Je vais en comprendre que pas nécessairement. Fait que je suis très contente d'avoir pu pointer ça, puis le lien sera là. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup là, qui sont, comme je disais, ouverts en open source, puis il y a des bonnes communautés de pratiques. Ah, oui, c'est ça. Je sais qu'au Québec, on utilise beaucoup le Storm, le SWMM de EPA, mais qui est payant. Non, lui, il n'est pas payant. Ouais. Non, ça, je sais qu'il a été utilisé d'ailleurs dans d'autres études de cas ailleurs. Je pense notamment à Beauport. Je pense qu'ils avaient utilisé celui-là. Il y a de plus en plus d'outils qui sont disponibles. Il faut juste les utiliser. Alors, on peut changer de slide. Merci pour les réponses. Alors, ça m'amène à notre cas numéro 2. Je voulais juste vous montrer un des outils. Peut-être juste changer de slide pour présenter l'outil. Alors, c'est l'outil classique, comme je vous disais, qui est une déclinaison là, des outils de l'EPA.
Donc, ce que ça permet vraiment de faire, c'est d'avoir différents scénarios d'infrastructures de gestion des eaux pluviales. Et puis, on va regarder la réduction des volumes de ruissellement, la qualité de l'eau, mais aussi les bénéfices sociaux et environnementaux dans une perspective de coût sur l'ensemble de la durée de vie du projet. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous permet de le faire de façon spécifique au site, avec une distribution spatiale, puis un algorithme d'optimisation. Peut-être regarder la prochaine slide. Donc, c'est ça. Alors, c'est une approche là, vraiment d'analyse de cycle de vie. On inclut les coûts-bénéfices, puis on va regarder la performance, comme je disais, sur les volumes de ruissellement, la réduction des volumes de ruissellement, la réduction des débits de pointe, et puis la réduction aussi des charges de polluants. Puis, dernière chose que je voulais vous montrer, c'était au niveau des co-bénéfices. Fait que là, on voit ici l'ensemble des choses qui sont considérées, puis on pourrait rajouter des choses dépendamment de... Il y a plusieurs choix, en fait, quand vous voulez le regarder, mais ils sont déjà paramétrés. Fait que vous pourriez décider, par exemple, dans les indicateurs économiques, de seulement regarder la valeur des propriétés ou seulement la valeur des coûts évités en termes de traitement de l'eau, puis de ne pas nécessairement considérer d'autres aspects. Fait que les décideurs publics peuvent décider aussi de la priorisation à donner aux différents indicateurs, un peu comme sous la forme d'une analyse multicritère que je vous parlais tout à l'heure. Fait qu'on peut revenir à la slide 35 sur le cas de Carmel en Indiana. Donc, c'est un cas où est-ce que cette ville devait regarder quoi faire avec des sols vraiment mal drainés. Donc, l'infiltration naturelle était empêchée et puis ça limitait vraiment les usages qu'on pouvait en faire. Donc, ils voulaient comparer les jardins de pluie versus un scénario avec des bassins de rétention. Donc, normalement, si on avait fait une analyse coût-efficacité, comme on a vu au premier exemple, c'est le bassin de rétention qui aurait remporté au niveau du ratio coût-efficacité. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'en tenant compte à la fois là, des frais de maintenance et des frais c'est sûr que les coûts de construction sont beaucoup plus élevés pour les jardins de pluie, mais au niveau des frais d'entretien, c'est beaucoup moins élevé. Alors, même s'il y a certains frais de réhabilitation qui sont nécessaires, ça va faire en sorte que au global, la donnée va nous donner que c'est le jardin de pluie là, qui est préférable. Je pense que je n'ai pas mis toutes les données, malheureusement. Je vais peut-être aller un petit peu vite sur cet élément-là, mais je vous mettrai le lien vers la fiche. Donc, ce que je voulais aussi attirer votre attention, c'était vraiment la prise en compte des co-bénéfices en termes social, environnemental et économique. Fait que ça aussi, ça vient beaucoup jouer dans la décision, là, où est-ce qu'on voit que les bassins de rétention ont des co-bénéfices beaucoup moins élevés. Donc, ça nous pousse davantage là, à aller vers les jardins de pluie. Donc, au global, quand on faisait l'analyse de cycle de vie là, pour les jardins de pluie, là, ça nous donnait un total de 3,1 millions, ce qui était plus élevé que les bassins de rétention. Donc, le prochain exemple. En fait, je passe à la parole à Jean-François. Oui. Merci, Caroline. Bon, le langage de l'économie est très intéressant, hein? Puis c'est là qu'on voit aussi que le diable est dans les détails, dans les méthodes d'analyse aussi. Et moi, je vous ramène maintenant sur le terrain de la culture, parce que évidemment, là, avec certaines analyses, dont celle du cycle de vie, on constate que bon, les jardins de pluie, notamment, que certains types d'aménagements végétalisés sont nettement plus intéressants pour la collectivité.
Les choix qu'on fait, hein, c'est-à-dire de privilégier certaines options d'aménagement, sont aussi une question de principe, de valeur, de croyance. Et bon, on a maintenant toutes les données qui nous permettent de croire justement qu'il faut privilégier ces aménagements. Mais on sait qu'il peut y avoir des freins, hein, des barrières à ces changements dans les milieux municipaux, mais aussi chez la population de façon générale. Alors, les défis, disons, pour favoriser l'acceptation donc de la gestion de l'eau de surface en fonction des technologies, des infrastructures naturelles, eh bien, ils sont d'ordre technique, physique, légaux, de gouvernance, mais bon, on sait qu'il y a des lacunes dans la standardisation et le soutien technique en fonction des régions. Hein. Il n'y a pas forcément un accès facile aux données, à moins d'avoir accès à des gens qui connaissent le fonctionnement de logiciels qui pourront faire eux-mêmes les calculs, ce qui n'est pas toujours le cas pour les plus petites municipalités. Il y a relativement peu de données sur la performance des aménagements. Bon, il y a celle que Caroline nous a présentée, il y a des outils intéressants, mais bon, c'est ce qu'on relève dans la littérature scientifique, là, pas seulement ici au Québec, mais à l'international. Hein, les études que je cite ici, c'est qu'on dit qu'il y a peu de données justement sur la performance des aménagements et sur l'ensemble de leur durée de vie. Et bon, encore là, c'est un peu une question de croyance finalement, si on veut s'engager dans une stratégie, dans une voie pour 50, 100 ans. Souvent, dans les villes, on observe une absence de terrain disponible pour l'aménagement de bassins, de milieux humides. Bon, évidemment, c'est très coûteux aussi parfois. Et il y a la rareté, le coût élevé de la main-d'œuvre spécialisée, architectes, ingénieurs hydrauliques, hydrogéologues, architectes paysagers, aménagistes. Donc, vous pouvez imaginer que si les décideurs se fient aux données économiques à leur disposition avec si on veut, des paramètres de base, eh bien, oui, encore, les infrastructures grises sont plus avantageuses. Oui, il y a les défis financiers, donc les investissements très importants qui sont requis au départ, oui, qui vont être récupérés, comme le montrait Caroline, à moyen et long terme et qui vont entraîner tout un ensemble de co-bénéfices, mais ces co-bénéfices-là sont difficilement quantifiables, surtout étant donné l'échelle temporelle à laquelle ils peuvent être, si on veut, retirés. Et les données sur les coûts d'entretien et d'opération sont assez limitées dans les secteurs d'intervention. Bon, on peut toujours avoir recours au logiciel, mais ça, c'est quelque chose qui ressort aussi dans la littérature. Bon, les valeurs foncières élevées sont une entrave parce qu'il y a le coût de renoncement, le coût d'opportunité. Hein, si on établit un jardin de pluie ou encore même des réservoirs d'eau de pluie sur les terrains, eh bien, ça occupe un espace qui a une valeur qui pourrait être utilisée à d'autres fins par les propriétaires. Et souvent, bon, les collectivités ne peuvent ne pas souhaiter investir dans leurs ressources dans de tels projets. Hein. Donc, il peut y avoir certaines divergences au sein d'une région métropolitaine ou entre les municipalités. En termes de défis légaux et réglementaires, bon, on observe une certaine absence d'intégration entre les politiques relatives à la gestion du foncier et de l'eau dans un grand nombre de municipalités à travers le monde, hein, pas uniquement au Québec. Des responsabilités fragmentées entre les différentes entités de gouvernance et des cibles ambitieuses et parfois peu appuyées par des données. En effet, donc on va se reposer souvent sur des principes, des valeurs, sans pouvoir démontrer hors de tout doute, là, les bénéfices à long terme et justement à qui ou à quoi, comment vont être retirés ces bénéfices, hein, par qui? Parce qu'évidemment, ce ne sont pas tous les citoyens d'une ville qui vont retirer les mêmes bénéfices liés à ces aménagements verts. Donc, ça soulève des questions d'équité sur lesquelles je reviendrai plus tard. Donc, on observe au sein du public aussi un certain manque de connaissances sur l'importance de la gestion des eaux de pluie, puisqu'il y a un ensemble d'actions qui peuvent être réalisées par les citoyens, notamment donc simplement l'ajout de barils de pluie, de réservoirs, de l'aménagement de réservoirs de collecte d'eau de pluie, bon, ainsi de suite. Ces aménagements sont coûteux, mais s'ils sont pris en charge par les particuliers, bon, ils améliorent leur qualité de vie et ils n'ont pas donc à être pris en charge par les autorités publiques, donc ce qui peut mener à certains gains d'efficacité. Il y a les mesures de communication des autorités qui sont d'une efficacité variable, hein, selon les milieux. Pourtant, de nombreuses municipalités font beaucoup d'efforts de sensibilisation, mais il n'y a pas forcément non plus d'études sur la portée de ces efforts de sensibilisation. Donc, il y a toujours une résistance au changement, ça va de soi, mais on observe une assez faible participation citoyenne, un faible appui aussi des autorités gouvernementales à des paliers supérieurs parfois pour ce type d'initiative. Quoique au Québec, on a bien sûr un grand nombre de documents de référence très pertinents pour orienter les municipalités, les citoyens, mais on pourrait penser que le soutien à ces mesures-là pourrait être beaucoup plus fort.
Donc, au sein des municipalités, ce qu'on voit dans la littérature, hein, c'est qu'il existe toujours des ingénieurs qui sont formés, disons, à l'école de l'infrastructure grise, hein, et qui voient donc traditionnellement les eaux pluviales comme un risque, hein, c'est-à-dire qu'il faut l'évacuer le plus rapidement possible. Donc, dans la gestion traditionnelle des eaux pluviales, elle est vue, disons, comme voilà, un risque, quelque chose à évacuer, comme une menace potentielle, un facteur qui peut réduire la valeur de certains terrains, qui peut causer des problèmes de salubrité. Alors, il faut changer de perception, de conception de l'eau de pluie pour en faire finalement une ressource, hein. C'est le grand défi. Alors, gérer l'eau en surface autant que possible et renoncer à faire disparaître l'eau rapidement par des systèmes d'égouts, hein. C'est quelque chose quand même à implanter, à mettre en œuvre par un ensemble d'aménagements. Donc, ça implique aussi un changement d'attitude, renoncer à la volonté d'assurer un contrôle serré de la gestion de l'écoulement de l'eau, mais assurer la résilience de l'ensemble du système. Donc, c'est vrai qu'on ne pourra peut-être pas planifier exactement l'écoulement de l'eau comme on aurait pu le faire dans un système souterrain, mais donc, ça, vous voyez, ça demande un ajustement et donc l'ajout de nouvelles connaissances pour la gestion. Alors, passer d'une approche où l'eau de pluie est perçue comme un risque à une approche où l'eau de pluie devient une ressource, donc, est l'enjeu principal qui est cité dans la littérature. Et c'est tout de même quelque chose qui se produit réellement aussi, qui peut être documenté, c'est-à-dire comment progressivement, au sein d'un corps de métier, au sein d'un groupe de professionnels, on adopte cette nouvelle perspective donc sur l'eau qui devient progressivement une ressource pour le verdissement. Bon, ça nécessite bien sûr de nouvelles formes de collaboration, de nouvelles formes de partage du savoir. Donc, par exemple, les ingénieurs et hydrologues vont être appelés à travailler en étroite collaboration avec les architectes du paysage, les aménagistes notamment. Les municipalités sont appelées à jouer de nouveaux rôles, à assumer de nouvelles responsabilités relatives à l'écoulement de l'eau. Donc, au Québec, hein, les municipalités disposent de cadres légaux réglementaires qui leur permettent donc de jouer un rôle assez important pour la gestion de l'écoulement de l'eau, à savoir si elles le font toutes, pas forcément, mais on voit quand même certaines municipalités prendre les devants et proposer des mesures assez innovantes. Et bon, il faut bien sûr aussi considérer les réalités de la gestion des eaux de surface, hein, comme le mentionnait Caroline tout à l'heure. Bon, évidemment, les eaux de surface peuvent être assez polluées en raison notamment de la circulation automobile, mais on a un grand nombre de facteurs, hein, pollution d'origine industrielle ou agricole, d'origine organique ou non organique, inorganique. Alors, est-ce que l'eau de pluie peut être acheminée vers des lacs ou des réservoirs? Dans quelle mesure? Donc, ça, c'est une question qui est soulevée dans la littérature. Est-ce que ça peut poser des enjeux de santé dans des milieux où on retrouve de fortes concentrations de contaminants? Donc, tout ça doit être réfléchi et nécessite cette collaboration entre les acteurs. Donc, aussitôt qu'on adopte le paradigme selon lequel l'eau est une ressource à gérer en surface et non à faire disparaître rapidement sous la terre, eh bien, on fait face à de nouvelles questions, finalement, de santé publique, de bien-être, de verdissement. Donc, dans un système conventionnel, on gère en silo, finalement, la quantité d'eau, qui est l'élément le plus important parce qu'on veut la faire disparaître. Et puis, en parallèle, donc, de façon complètement séparée, on gère sa qualité et les aménités, hein, donc, c'est-à-dire les aménagements qui pourraient intégrer des plans d'eau, par exemple. Alors que dans un système durable, dans un système intégré, un système faisant place aux infrastructures naturelles, bien là, on vise justement un chevauchement, un haut niveau d'intégration entre les mesures visant à assurer la qualité de l'eau, les aménités, hein, donc favoriser la biodiversité, fournir des milieux pour la population, pour la faune, et la quantité d'eau, bon, c'est-à-dire la réguler, hein, s'assurer qu'il n'y a pas de surverse ou d'inondation dans le système. Alors, quels seraient les principes intégrés dans l'aménagement urbain, donc c'est-à-dire augmenter l'infiltration des eaux de ruissellement à proximité des sites où elles sont produites, préserver la qualité de l'eau des milieux récepteurs, rivières, ruisseaux, lacs, en favorisant la filtration naturelle des eaux de ruissellement et en réduisant les effets de l'érosion des berges, et rationaliser les investissements en infrastructure par une allocation des ressources qui valorise la multifonctionnalité des espaces. Donc, ce sont des éléments qui sont tirés d'un rapport très exhaustif là, du ministère de l'Habitation des milieux urbains. Alors,
Comment est-ce qu'on fait donc pour reconceptualiser l'eau de surface, hein, donc comme une ressource à utiliser et à mettre en valeur? Bien, la gestion de l'eau de pluie en surface devient alors une ressource pour le verdissement urbain, pour améliorer l'esthétisme de la ville, notamment favoriser les activités récréatives, de pêche lorsque c'est possible. Et ça repose donc sur la création de nouveaux réseaux professionnels de discussion entre les corps de métier sur les paramètres les plus importants à considérer, justement parce que il y aura toujours des arbitrages entre l'intégration de la biodiversité, les activités récréatives et l'efficacité aussi. On ne peut pas se sacrifier non plus l'efficacité de l'écoulement des eaux dans un milieu urbain au profit uniquement de la biodiversité ou des activités récréatives. Donc, nécessairement des décisions qui peuvent être prises grâce à certains outils d'analyse économique que nous a présenté Caroline, mais qui demeurent tout de même très importants. Donc là, je vous parlais ici du changement de culture requis à l'échelle, par exemple, d'une administration municipale, d'une organisation, mais on peut aussi se pencher sur le changement de culture nécessaire au sein des particuliers, hein, donc des propriétaires fonciers. Et là, ce qu'on observe, c'est que les politiques devraient intégrer les coûts de l'apprentissage nécessairement parce que bon, le bon usage des techniques et technologies de gestion de l'eau n'est pas forcément acquis par l'ensemble des citoyens. Hein. Aménager un jardin de pluie ou se doter d'un réservoir d'eau de pluie qu'on va ensuite utiliser pour certaines tâches ménagères, bon, ça requiert un investissement assez important en temps, justement, en temps d'apprentissage, en temps de maîtrise de ces nouvelles technologies. Donc, si on veut favoriser une implication maximale des citoyens, ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'il ne faut pas uniquement considérer les méthodes de collecte de l'eau de pluie comme une technologie de substitution, par exemple. Hein, donc, de voir finalement cela comme une technique d'appoint. Non, il faut vraiment démontrer aux citoyens que leur contribution est essentielle au bon fonctionnement, au bon écoulement des eaux de surface. Bon, on dit que c'est vraiment l'élément le plus important pour entraîner un changement de comportement à plus grande échelle. Donc, c'est vraiment que chaque citoyen devienne partie prenante, finalement, partie prenante active, dynamique de la gestion des eaux de pluie. Donc, ce que je vous présente ici est basé sur une littérature concernant l'utilisation des réservoirs d'eau de pluie chez les ménages, bon, notamment en Nouvelle-Zélande, mais ça pourrait très bien s'appliquer aussi au Québec. Donc, ce qu'on voit, c'est que bon, il y a des défis à l'adoption à grande échelle des techniques et technologies de gestion des eaux de pluie, parce qu'il s'agit justement d'une adoption à grande échelle pour que ça puisse avoir des effets. Mais il faut s'assurer que ça ne soit pas un fait isolé. Hein, et on l'a vu, là, Caroline l'a bien démontré, hein, ce sont quand même des actions assez coûteuses par rapport à des aménagements traditionnels comme un simple bassin de rétention de surface. Mais si ces coûts sont pris en charge par la collectivité et si la collectivité, les particuliers observent des bénéfices, donc on a un gain social tout de même important. Alors, les administrations municipales peuvent promouvoir la collecte, la gestion de l'eau à l'échelle des propriétés privées, donc c'est nécessairement un premier pas. Mais le problème, c'est que les coûts et les efforts d'entretien sont souvent sous-estimés par les ménages. Donc ça, c'est vraiment un facteur de désistement éventuellement là, et qui peut nécessiter un certain soutien de la part des autorités. Et ça, c'est un problème qu'on voit fréquemment aussi, même dans l'aménagement, par exemple, des bandes riveraines ou des haies brise-vent en agriculture au Québec. Hein, c'est qu'on sous-estime les efforts d'entretien et éventuellement, bon, on se départit de ces aménagements parce qu'ils sont coûteux en temps. Alors, bon, il y a des perceptions aussi qui peuvent constituer un frein à l'utilisation de l'eau de pluie, bon, notamment dans le cas de l'exemple de réservoir d'eau de pluie, c'est-à-dire la conception que l'eau de pluie est sale et qu'elle est impropre à certains usages comme la lessive, par exemple. Bon, il faut aussi composer avec la complexité de ces techniques et le temps d'entretien demandé. On peut imaginer aussi qu'un ménage qui met en place un jardin de pluie, bien, éventuellement va faire face à un problème de prolifération de plantes indésirables et s'il y a un changement de ménage aussi, éventuellement, peut-être que les gens n'auront pas les mêmes valeurs ou le temps d'entretenir ce jardin de pluie. Donc, il y a toujours une certaine complexité qui vient avec l'adoption et l'entretien et les apprentissages associés à ces infrastructures végétalisées. Mais si on regarde ici bon, les coûts et les bénéfices qui ont été estimés de façon qualitative là, en lien avec l'utilisation d'un réservoir d'eau de pluie, bien, on voit qu'il y a un coût financier net. Bon, il y a un bénéfice financier net à condition
qu'il y ait un système de, si on veut, de taxation là, ou de l'eau potable. Il y a une utilisation inefficace de l'espace, donc un coût d'opportunité à considérer, mais il y a aussi un contrôle et une certaine liberté d'usage. Donc, c'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils s'approprient cette technique, cette technologie, qu'ils s'achètent une pompe, par exemple, pour pomper l'eau et l'utiliser chez eux, bien, ils peuvent éventuellement en voir un certain bénéfice là, au niveau de leur liberté d'usage. Bon, il y a des coûts en temps qui sont à considérer, mais un avantage intergénérationnel, hein, c'est-à-dire des connaissances acquises qui peuvent être transmises aussi au sein du ménage ou dans un milieu plus général. Et il y a des avantages écologiques, là, difficilement quantifiables, mais oui, qui peuvent être considérés à l'échelle intergénérationnelle. Et il y a une amélioration au niveau des valeurs environnementales. Donc, le changement des comportements est considéré comme un coût, mais c'est aussi finalement un bénéfice, puisqu'une fois que les comportements sont modifiés, bien, les ménages disent qu'il y a une plus grande assurance collective contre le manque d'eau en période de sécheresse. Et puis, on le voit même à Québec, à Montréal, hein, maintenant, durant les étés, il n'est pas rare, là, du moins à Québec, en raison des particularités de notre approvisionnement en eau potable, mais on nous annonçait l'été dernier qu'il faudrait renoncer à arroser nos pelouses. Donc, il y a une perte de liberté d'usage, si on veut, de la ressource qui peut être liée maintenant aux plus grandes fluctuations dans la pluviométrie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le processus d'apprentissage est autant un coût qu'un bénéfice. Alors, je vous ai parlé du changement de culture nécessaire au sein, disons, des administrations municipales, du milieu de l'aménagement du territoire et, disons, au sein des ménages, en donnant l'exemple des réservoirs d'eau de pluie. Je voulais vous demander, comme ça peut être une question rhétorique aussi, mais selon vous, où est-ce que nous en sommes dans ce changement de culture, autant en milieu municipal, dans les administrations, dans les organisations, que chez les ménages? Je vois ici... Bon, Émilie Tremblay nous dit que ça dépend des municipalités, je pense. Oui, absolument. C'est très variable d'une municipalité à l'autre, tout à fait. Est-ce que, selon vous, il y aurait des municipalités championnes? Hein, Geneviève Audet nous dit qu'on est encore au début, de façon générale, au Québec. J'ai l'impression que oui aussi, là, surtout au niveau des ménages. Hein, je pense que, voilà, on a quelques municipalités championnes. Donc, on aurait peut-être intérêt à mieux diffuser justement les exemples à succès, là. Très bien, bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard, mais déjà, hein, ce que j'évoquais, donc de voir l'eau de pluie comme une ressource donc à gérer, à utiliser pour le verdissement, pour la création de milieux de vie qui vont procurer une meilleure qualité dans l'habitat. Bon, c'est quand même déjà, je pense, un changement qui devrait s'opérer, on l'espère, au cours des prochaines années, qui devient nécessaire aussi. Sandra Bélanger nous dit « C'est naissant dans la culture, ça fait plus de 30 ans que nous martelons les gens avec la gestion des matières résiduelles. Il faut penser que la gestion de l'eau qui est naissante. » Oui, parce que ça va changer si rapidement, mais bon, force de le dire. Maude Élise Saint-Germain nous dit « Il me semble que Trois-Rivières et Baie-Saint-Paul ont fait de grands efforts dans les dernières années. » Intéressant, ce n'est pas des cas dont j'étais au courant. Hein. Nous, on a vu la municipalité de Magog, notamment, là, qui s'est dotée de certains outils, bon, dans certaines circonstances, mais qui a ajouté à son règlement de zonage là, des éléments à cet égard. Bon, ben, excellent. Je pense qu'il y a beaucoup d'études à faire aussi, hein, si la question vous intéresse, des études à la maîtrise ou au doctorat pour comparer les expériences municipales et puis voir les outils dont elles se dotent. Hein. Aller voir les règlements, leur application. Donc, voilà. Et quelques mots sur les enjeux de gouvernance, hein, parce que, bon, tel que c'est rapporté dans certains guides de référence, on sait que les municipalités disposent de nombreux outils de planification, hein, dont les règlements de zonage, notamment, mais aussi les coefficients d'occupation du sol selon les secteurs d'un bassin versant. Une municipalité, justement, par son règlement de zonage, peut
obligé de maintien d'espace libre entre les constructions, justement pour la construction, pour l'aménagement par exemple, d'aménagement végétalisé pour la rétention de l'eau de pluie. Le règlement de lotissement peut également être utilisé parce qu'il définit la largeur des rues, la superficie des lots, de façon à ce que le ruissellement des eaux de pluie soit pris en considération. Et c'est également le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc qui permet des critères relatifs à l'écoulement des eaux, à la protection des caractéristiques naturelles. On pourrait aller beaucoup plus loin, même avec certains règlements qui peuvent définir les matériaux de construction, qui peuvent obliger que dans les nouvelles constructions, il y ait une telle proportion de surface non perméable, c'est-à-dire avec faible niveau d'imperméabilité plutôt. Et donc, des règles issues des pouvoirs attribués par la loi sur les compétences municipales accordent des pouvoirs intéressants aussi, notamment en matière d'alimentation en eau, égouts, assainissement. Et une municipalité au Québec dispose d'une grande latitude pour définir des mécanismes de gestion des eaux. Elle peut aussi interdire le rejet des eaux de gouttière dans son réseau d'égouts. Ça, je pense que dans la plupart des municipalités, du moins je l'espère, c'est quelque chose qui est maintenant interdit, mais donc ça permet de limiter le débit maximal des eaux de ruissellement qui sont rejetées. Et un outil intéressant qui est présenté dans le rapport d'Isabelle Boucher, c'est justement en lien avec le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, c'est-à-dire qu'une municipalité peut adopter un règlement sur un plan d'aménagement d'ensemble qui s'applique à des zones précises et pour lesquelles des objectifs, des critères encadrant la nature et les caractéristiques souhaitées du développement vont être définis. Donc, ça donne une orientation au développement du territoire, ça établit un cadre pour négocier avec les promoteurs la forme urbaine et la préservation de l'environnement souhaité. Donc, certaines municipalités peuvent même exiger des plans de ruissellement. Ça, c'est un outil très intéressant qui doivent permettre de situer le projet dans le contexte du bassin versant et cerner adéquatement ses impacts sur le territoire. Je ne sais pas combien de municipalités se sont dotées d'un tel plan de ruissellement, mais c'est clairement des outils très pertinents, très innovants aussi s'ils sont bien utilisés. Et là, c'est de voir justement si il y a une ouverture dans un milieu municipal pour de telles contraintes, parce que finalement, c'est possible que oui, les projets immobiliers coûtent un peu plus cher si on les a sortis de telles exigences. Donc, si on veut savoir comment mettre en œuvre le changement, eh bien, on sait qu'il y a des initiatives descendantes, c'est-à-dire plus contraignantes, qui proviennent des autorités ou des initiatives citoyennes. Généralement, on cherche un peu à conjuguer ces deux types d'initiatives, des approches réglementaires, donc des approches volontaires, mais dans quelle mesure pourrait-on imposer des sanctions, par exemple? Pourrait-on demander à un particulier ou à une entreprise qui, par exemple, ne gère pas bien les eaux de pluie sur sa propriété, de payer, par exemple, une taxe environnementale? C'est quelque chose qui se voit aussi dans certaines municipalités, c'est-à-dire que le niveau de taxation va être modulé en fonction des aménagements favorables à la rétention de l'eau de pluie. Ça se voit notamment dans la ville de Victoria, dont on vous présentera tout à l'heure les grandes lignes. Donc, il y a toujours ces instruments marchands qui peuvent être déployés, c'est-à-dire autant une façon de rémunérer les bonnes pratiques que de contraindre, c'est-à-dire de faire payer pour les mauvaises pratiques. Et là, je vois sur le chat qu'il y a des interventions, notamment Hélène Boulanger qui nous dit qu'à la Ville de Montréal, il y a le règlement 20-030 qui semble aller dans ce sens. Louis Desilets qui nous dit qu'à Saint-Augustin, nous sommes dans la révision du plan d'urbanisme. Un plan détaillé est prévu pour le bassin versant du lac. Donc, ça s'apparente à un plan de ruissellement destiné à préciser le contenu des règlements de lotissement et de zonage. Donc, on voit ici toutes sortes de pratiques innovantes. Sandra Bélanger nous dit « Notre vision est très courte. Ma belle pelouse, surdrainage des champs, pas d'obligation par le MELCC de compteur d'eau dans les résidences, seulement pour les... » pour donc les ici, là, je ne sais pas ce que signifie cet acronyme. On pourra peut-être revenir dans quelques instants là-dessus. Alors, voilà, il y a un ensemble de mesures qui existent. Finalement, il suffit de les mobiliser, il suffit de volonté politique aussi, et puis on peut aller assez loin. Il y a bien sûr la question de la diffusion de l'information, de la participation citoyenne.
favoriser les changements de comportement, les suivis. Donc ici, ce tableau exprime un peu l'importance de conjuguer une approche descendante de droit dur avec certaines règles et une approche ascendante de droit souple, hein, qui vise la mobilisation citoyenne, la sensibilisation, la création d'alliances stratégiques autant entre les corps de métier, on le sait à quel point, hein, et ça, une caricature le démontrera en fin de présentation, mais à quel point maintenant les compagnies d'assurance sont sensibilisées aussi aux besoins de mieux gérer les eaux de pluie et de mieux faire face à ces épisodes de pluie extrêmes. Mais bon, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a aussi un ensemble de questions plutôt de nature éthique ou en lien avec l'équité, hein, c'est-à-dire que qui devrait être responsable pour la construction, l'opération et l'entretien des structures de gestion des eaux de pluie? Parce que comme Caroline le démontrait, si on se fie uniquement aux chiffres en lien avec le ruissellement, hein, c'est-à-dire la valeur par mètre cube d'eau en lien avec ces différents aménagements, bien, c'est très coûteux d'envisager que chaque ménage se dote, par exemple, d'un baril de rétention des eaux de pluie. Mais si chaque ménage volontairement est prêt à investir dans cette action, eh bien là, collectivement, ça permet d'obtenir des gains significatifs et probablement aussi à très long terme. Mais donc, quels mécanismes légaux ou réglementaires pourraient clarifier le rôle et les responsabilités des particuliers et des divers paliers de gouvernance, hein? Peut-être qu'il y aurait lieu de tenir une réflexion élargie justement pour savoir les mécanismes à employer pour définir des responsabilités, parce qu'on pourrait en demander plus possiblement aux citoyens, aux particuliers, aux entreprises. Bon, ça se fait déjà dans un grand nombre de municipalités, mais c'est souvent, ce n'est souvent pas rétroactif, hein, c'est pour les nouvelles constructions. Et donc, comment répartir les coûts entre les secteurs publics et privés? Donc, ça aussi, c'est une bonne question, surtout lorsque ces coûts sont très importants au départ, hein, dans l'établissement de ces aménagements. Alors, on cherche à assurer des infrastructures naturelles qui soient socialement équitables et écologiquement performantes, parce qu'en effet, il y a toujours l'accès aux milieux naturels. On aura beau créer de nouveaux milieux naturels en lien, par exemple, avec la gestion des eaux de pluie, mais s'ils ne sont accessibles qu'à une certaine tranche de la population, bien, ça reste problématique. Donc, on ne veut pas non plus faire en sorte qu'il y ait des accumulations d'eau trop importantes dans les quartiers plus défavorisés, notamment sans aménagement adéquat pour que les citoyens puissent en profiter. Donc, c'est ça, c'est de maintenir cet équilibre, hein, cet arbitrage entre une bonne qualité de vie, une amélioration du cadre de vie également, et un écoulement des eaux de pluie qui va être favorable à l'ensemble de la collectivité, aux écosystèmes. Donc, aucun groupe ne devrait subir des impacts disproportionnés. Et on peut donc penser ici à des mécanismes de gouvernance participative, hein. La consultation publique demeure absolument essentielle dans toutes ces démarches. Et il faut considérer aussi les coûts de l'apprentissage en lien avec l'adoption ou la présence de nouveaux aménagements. Ici, je vois que Hélène Boulanger nous dit « Est-ce que dans l'analyse de coûts LID, comme les jardins de pluie, prennent en compte la dépense énergétique à l'usine d'épuration de traitement d'eau pluviale, les sanctions du MLCC pour les débordements et autres? » Très bonne question. Je demanderai à Caroline si tu veux bien y répondre. Oui. Est-ce que l'analyse des coûts des jardins de pluie prennent en compte les dépenses énergétiques? Ça dépend de quel le jardin de pluie pour le dernier exemple, à la ville de Carmel en Indiana? Non, sûrement pas. Jardin de pluie pour la première étude qu'on a vue, le ratio coût-efficacité? Non. Ben ouais, je parlais plus en général, dans le sens que, dans le fond, la dépense énergétique supplémentaire de traiter de l'eau pluviale, en plus de l'eau sanitaire, dans le fond, l'usine d'épuration est quand même importante. Puis aussi, le MLCC, par rapport à la gestion du débordement, dans le fond, va être bientôt sanctionnable pour les débordements là, dans les villes. Donc, c'est sûr que tous ces coûts-là viennent
augmenter l'avantage de venir faire ces jardins de pluie et autres là, à travers la ville. Donc, si on peut économiser des coûts de traitement d'eau et si on peut économiser les sanctions du ministère là, par rapport aux surverses d'eau usée dans nos cours d'eau. Donc, c'est sûr que peut-être le coût qui était quand même élevé là, dans le fond de jardin de pluie peut diminuer en considérant les autres coûts qui sont pris. Tout à fait. Tout à fait. Ça l'est pas. Et évidemment, ce n'était pas pris en compte dans cette première analyse là, qui date quand même de plusieurs années. Mais tout à fait, il faudrait que ça le soit, mais ce n'est pas nécessairement facile là, à quantifier. Fait que ça prendrait probablement des travaux directement avec les gestionnaires pour pouvoir bien estimer. En même temps, probablement que dans les guides d'opération des différentes usines, mais j'imagine que ça va dépendre un peu de la taille de l'usine d'épuration puis de la technologie qu'elle utilise. Fait qu'il doit y avoir beaucoup de paramètres qui sont vraiment spécifiques au site. Fait que ça serait peut-être pas facile de déterminer une seule métrique. Je pense que ça en prendrait un peu plusieurs. Mais définitivement, c'est pour ça qu'il faut faire des analyses un peu contextuelles. C'est comme dans notre cas pour les économies en coûts de traitement, il aurait fallu prendre les coûts de traitement de l'usine en tant que telle. Parfois, dans certaines analyses, on va plus vite puis on va utiliser des coûts, des moyennes de coûts pour l'ensemble du Canada, ce qui n'est pas toujours réaliste, là. C'est pour ça aussi qu'à la fin, on va faire des analyses de sensibilité aussi pour voir comment ça va venir faire varier les résultats puis le classement de nos différentes mesures. Mais là, ça se trouve être un nouveau poste, puis j'en prends note qu'effectivement, c'est des éléments qui devraient rentrer. Merci. Excellent, merci pour la réponse. Il y avait... Oui. C'est parce qu'en même temps, je cherchais la réponse à un monsieur qui m'a demandé pour Sainte-Marie. Je n'avais pas compris sur le coup, mais là, j'ai bien saisi fait que peut-être que je me permettrais de revenir par rapport à Sainte-Marie, qu'on disait 71% des coûts évités, OK, mais en fait, considérant qu'il y a une grande partie qui a été délocalisée, j'ai pu trouver effectivement, c'est la moitié qui est attribuable au retrait des actifs. Fait que c'est sûr que ce n'est pas nécessairement relié à la réduction mais il reste que l'autre moitié est quand même attribuable là, aux infrastructures. Fait que c'est toujours le piège de combiner. On aurait pu prendre l'approche de juste prendre un type de mesure pour vraiment regarder l'impact de cette mesure-là. Là, on avait vraiment voulu y aller avec des scénarios qui sont construits par le milieu, fait qu'on a plutôt été vers une approche d'avoir des scénarios qui sont un peu plus réalistes, un peu plus acceptables pour la population. Donc, on ne voit peut-être pas les effets isolés de juste mettre un corridor d'inondabilité, par exemple, parce qu'on l'a combiné avec du retrait des actifs. Mais en termes de modélisation, ça y contribue quand même. Puis justement, sur le forum de discussion, Émilie Tremblay disait au sujet des mauvaises perceptions, j'ai déjà entendu des gens émettre des préoccupations par rapport à l'eau stagnante présente dans les bassins, notamment les insectes, les noyades. Puis, c'est une bonne considération. C'est vrai que c'est une préoccupation de la part de certains citoyens. Hein, si on aménageait, par exemple, un bassin de rétention végétalisé non loin d'un quartier, d'une résidence, ça pourrait soulever certaines inquiétudes de la part de certains citoyens. Ça peut dépendre aussi du bagage culturel, notamment, mais il faut savoir qu'en principe, il ne devrait pas y avoir d'eau stagnante. Hein. Ça, c'est vraiment d'intégrer finalement, oui, des aménagements de rétention d'eau, d'infiltration d'eau, mais qui s'écoulent tout de même éventuellement vers le point le plus bas, c'est-à-dire une rivière ou le fleuve Saint-Laurent. Puis en principe, non, il ne devrait pas y avoir de risque de noyade ou d'insectes trop abondants, mais je sais que ce sont des perceptions qui circulent dans la population, puis qui occultent aussi tous les bénéfices, tous les avantages esthétiques, récréatifs en lien avec tout ça. Mais donc, ça implique aussi d'assurer une bonne répartition des coûts et des bénéfices lorsqu'on met en place de tels aménagements. Et là,
Alors, on en vient maintenant à la conclusion. Et en guise de conclusion, bon, on va bien sûr rappeler les messages centraux de notre présentation, mais on voulait aussi soulever cette question des trajectoires socio-techniques, des arbitrages, hein, parce qu'on l'a dit, on a beau avoir toutes les données, il faut également considérer les intérêts de chacun des groupes. Donc, on en vient à une question d'arbitrage où chacun des groupes fait valoir ses intérêts, puis on prend une décision ultimement qui s'appuie sur les données dont on dispose. Mais aussi la question des trajectoires socio-techniques, hein, parce qu'il faut pouvoir vivre avec les décisions du passé, qui sont parfois devenues aussi des éléments consensuels. Je donne un exemple bien concret. Vous allez voir que ça sort un peu du cadre de la gestion des eaux pluviales strictement en milieu urbain, mais bon, c'est quand même un sujet connexe. Hein. Victoriaville a sur son territoire le réservoir Baudet qui a été créé suite à la construction d'un barrage en 1976, principalement pour réguler l'accès à l'eau potable, hein, parce qu'en période d'étiage, durant les mois les plus chauds de l'été, eh bien, le niveau de la rivière baissait de façon importante, ce qui nuisait donc à la capacité de prélever de l'eau pour approvisionner l'ensemble de la ville. Par la création du barrage en 1976, on a créé un réservoir artificiel qui est apprécié par l'ensemble de la population. Cependant, en 2020, on considérait que 45% du volume du réservoir était rempli de sédiments, hein, c'est-à-dire que comme c'est un sédiment, un lac artificiel, c'est un bassin de rétention des sédiments, puisque c'est une rivière qui en charrie quand même passablement beaucoup. Alors, lorsque les sédiments arrivent dans ce milieu où le courant est plus faible, eh bien, ils se déposent, ce qui cause un comblement progressif du réservoir. Donc, 45% de son volume s'est rempli durant cette période de temps avec une accumulation de 16 000 mètres cubes par an en moyenne. Au fur et à mesure que le réservoir se remplit, eh bien, le lac devient de moins en moins profond et donc plus chaud en été, plus exposé aux rayons UV. Donc, ça génère un problème de croissance des végétaux, d'eutrophisation, donc de mort de l'écosystème en quelque sorte. Hein. Et on a donc dû aménager même une réserve d'eau brute dans un certain secteur pour s'assurer justement d'une meilleure qualité d'eau potable parce que la qualité du lac, elle, se détériore très vite après chaque épisode de pluie, notamment également au printemps. Le bassin versant est aussi assez agricole. Donc, on a ici là, un cas classique d'infrastructure grise qui a été aménagée pour une bonne raison, pour faire face aux besoins en eau potable de la ville, des besoins qui sont en augmentation également. Et là, on a un aménagement qui s'avère justement artificiel, donc il pose certains problèmes. On a envisagé des aménagements à l'échelle du bassin versant pour réduire la quantité de sédiments, mais ça se ferait à long terme, ça serait coûteux. Donc, ce que la ville de Victoriaville a proposé, c'est un dragage continu sur les prochaines années. Donc, à chaque année, pendant 11 semaines, il y aurait 35 000 mètres cubes de sédiments qui seraient retirés. Donc, pour ce faire, pour traiter les sédiments, il faut construire une usine de déshydratation des sédiments pour ensuite les transporter à moindre coût vers un site approprié ou les revaloriser, donc les distribuer à différents usagers. Évidemment, cette solution, elle est coûteuse, elle n'est pas écologique, donc elle ne va pas dans le sens des approches qui fonctionnent avec les écosystèmes. Hein. Elle lutte, si on veut, contre le fonctionnement normal d'un écosystème, puisque normalement, les sédiments devraient pouvoir passer sans se déposer dans le réservoir, devraient pouvoir se rendre jusqu'au fleuve Saint-Laurent, bref, au lac Saint-Pierre. Donc, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, ça évoque cette urgence parfois d'agir, de prendre des décisions pour maintenir l'accès à l'eau potable, ce qui est compréhensible, mais donc qui renforce ici les solutions conventionnelles, traditionnelles d'ingénierie, d'infrastructure grise. Dans une logique d'infrastructure naturelle, on aurait pu donc investir davantage en amont du réservoir Baudet, notamment pour créer un espace de liberté. Hein. Ça, vous savez, c'est de laisser la rivière méandrer finalement et de laisser le sédiment se déposer naturellement au sein d'un bassin d'inondation naturel créé par la rivière, tout simplement. Le problème, c'est que ce sont des terres cultivées. Alors, il faudrait dédommager, hein, il faudrait possiblement acheter les terres d'un grand nombre de producteurs agricoles, de propriétaires, ce qui est extrêmement coûteux. Donc, ce n'est pas très acceptable socialement.
Et donc dans la théorie, dans la pratique de l'espace de liberté des rivières, on parle d'un espace de liberté minimal d'inondation annuelle, d'un espace de liberté fonctionnel, qui peut être important pour le fonctionnement hydro-géomorphologique d'une rivière. Alors voilà, donc comment faire face aux décisions du passé et les assumer tout en faisant place à des options qui seraient davantage en lien avec le fonctionnement naturel des écosystèmes. C'est une question, je pense, à laquelle la plupart des municipalités vont continuer à être confrontées. Et puis toute la gestion des eaux de ruissellement vont dans ce sens, puisque ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de transformer la ville, ou en tout cas du moins de permettre à la ville de fonctionner comme un écosystème, forcément pas naturel parce qu'il est anthropique, mais comme un écosystème du moins. Alors, il faut dire aussi que le réservoir Baudet, il est très apprécié de la population. C'est devenu un plan d'eau récréatif, un plan d'eau que les gens apprécient pour l'observation de la sauvagine, pour les oies blanches qui s'y rassemblent à chaque année, en fait, qui sont là de façon permanente, même depuis un bon nombre d'années. Donc, ça aussi, ça a beaucoup pesé dans la balance. Bref, en guise de conclusion, ce qu'on doit retenir, c'est que oui, il faut vivre avec les décisions du passé, autant avec le barrage du réservoir Baudet que tous les aménagements souterrains, les égouts, et parfois donc les systèmes unitaires qui vont causer très facilement des surverses. Mais on doit continuer d'innover dans la planification, la mobilisation, la collaboration à différentes échelles. Donc oui, il existe beaucoup de connaissances, de guides, d'outils réglementaires à la disposition des municipalités. Donc, je ne pense pas que le défi soit vraiment au niveau de la connaissance, mais plutôt maintenant de leur adoption, de leur mise en œuvre. Et oui, beaucoup de municipalités innovent. Il suffit de recenser ces innovations et de les diffuser peut-être plus efficacement. Et il demeure important d'assurer une planification intégrée de la gestion des eaux de pluie avec toutes les données dont on dispose, les données pertinentes. Oui, en effet, des données pertinentes pour pouvoir les comparer. Donc, s'il y avait peut-être quelque chose à bien retenir, c'est que pour être capable de comparer les infrastructures naturelles vertes avec des infrastructures de type grise, et ça nous prend des outils qui nous permettent d'appréhender les bénéfices qui sont spécifiques. Je pense qu'on a eu une mention là, par rapport au jardin de pluie d'un bénéfice qui devrait être quantifié et tout ça. Mais pour ça, il faut avoir les outils à la fois techniques, mais aussi de quantification économique. Il y a eu beaucoup de développement en termes de développement d'outils économiques pour essayer de mettre des valeurs monétaires aux impacts sociaux et environnementaux, puis les faire rentrer dans les analyses économiques. Il faut quand même qu'il y ait un travail multidisciplinaire qui prend du temps puis qui prend beaucoup un travail de traduction entre les différentes disciplines pour être capable de modéliser. Puis un autre élément, je pense que Jean-François a mis de l'avant, c'est que justement, ça prend aussi la concertation avec les milieux. Donc, d'avoir des approches qui sont plus participatives, délibératives au niveau de quelles sont les infrastructures, parce qu'il y a tellement de formes possibles aux différentes infrastructures naturelles que c'est important d'avoir la concertation des milieux. Fait qu'au-delà des données, ça prend une certaine adaptation au milieu, je dirais. Donc, il y a des outils de mesure qui existent. Je suis allée faire une recherche rapide là, sur l'outil qu'on mentionnait, le SWMM, qui est un des plus populaires. Mais justement, en termes de bénéfices, il couvre vraiment un ensemble d'infrastructures naturelles assez vastes, mais au niveau des bénéfices, il est plus restreint. Fait que ça serait intéressant de regarder peut-être d'autres outils quand on vient pour comparer des infrastructures naturelles pour être capable d'aller capter justement ces bénéfices-là. Un besoin de quantifier exhaustivement, mais en sol québécois. C'est ce qui conclut notre présentation avec cette caricature. Là, on peut voir qu'il y a un nouveau potentiel maintenant d'alliance stratégique. Alors, il nous reste quelques minutes pour la période de discussion, de questions. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole ou... Oui, merci beaucoup à vous deux pour cette belle présentation et puis tous les outils que vous nous avez présentés et les pistes de réflexion. Effectivement, il nous reste environ 10 minutes. On vous encourage à lever la main si vous avez des questions pour prendre la parole. Est-ce que vous avez des questions à adresser à nos conférenciers et conférencières?
Je vois que M. Lajoie nous mentionne les travaux de l'OBV Matapédia-Restigouche sur les jardins de pluie pour préserver la frayère à saumon. C'est un super cas. Merci beaucoup de nous le pointer. Est-ce que vous voulez nous le présenter rapidement, peut-être pour l'ensemble de l'auditoire? Moi, je le prends bien en note, mais je pense que ça pourrait peut-être intéresser. C'est super de savoir que ça existe. Oui, ben, c'était pas mon intention. J'ai assisté à un Non, colloque. Ce sont des collègues, en fait, justement, il y a une frayère à saumon au cœur de la ville, et puis ils ont réussi à mobiliser les municipalités, les citoyens pour entreprendre des travaux assez importants quand même, là, cartographier les surfaces imperméabilisées, d'évaluer tout le chemin des sédiments, et puis faire construire des jardins de pluie là, par les citoyens, puis appuyer ça, puis justement faire un transfert, une formation pour que les citoyens soient plus, en fait, motivés à adhérer à cette pratique-là, puis qu'ils soient capables de le mettre en branle, puis de les entretenir. Fait que, il y a des rapports, il y a beaucoup d'informations sur leur site, là, vous pourrez aller voir. Ah, super, il y a Merci quelqu'un beaucoup, qui c'est vient très de intéressant. mettre le lien. Fait que s'il y en a qui veulent le copier, moi, je vais le prendre tout de suite. Mais merci Oui, beaucoup, oui, c'est très intéressant. aussi, je note. Merci beaucoup. Un élément que je n'ai pas mentionné par rapport aux analyses économiques, là, je vous ai peut-être présenté juste le beau côté, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des incertitudes. Hein? Donc, j'ai parlé rapidement d'analyse de sensibilité et tout ça, mais c'est quand même, il y a beaucoup d'incertitudes, surtout quand on se projette sur des horizons longs. Fait que si je reviens avec une question là, qui avait été posée par rapport au fait que la décision publique est plutôt à court, moyen terme versus des bénéfices qui sont à des horizons très longs, en effet, puis en plus, il y a de l'incertitude. Mais avec les analyses de sensibilité appropriées. Puis aussi, c'est important que les analyses soient transparentes sur le niveau de confiance qu'ils ont sur les prévisions ou les estimations qu'ils font. Ça, c'est important d'avoir ce niveau de transparence-là. Il y a M. Lajoie qui lève la main. Oui, j'aurais un autre commentaire. Vous avez parlé tout à l'heure, évidemment, l'apport de sédiments dans les bassins est un problème, là. J'avais déjà eu un mandat là, pour justement mettre en valeur ces sédiments-là qui s'accumulent dans les bassins. Il y aurait peut-être, on sait que les Asiatiques remontent ces sédiments-là qui constituent finalement les sols les plus riches, là, qui sont érodés de l'amont, puis qui les remontent en haut pour les cultiver. Je pense que ça serait intéressant, là. C'est sûr qu'on n'est pas là actuellement, là, mais ça serait à prendre en considération parce qu'évidemment, les flusher au fleuve, c'est pas la solution non plus. Non, vous avez raison, puis c'est sûr que naturellement, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de réservoir, bon, là, on prend l'exemple de réservoir Baudet, mais où les sédiments iraient jusqu'au fleuve, puis c'est vrai qu'il y a une surcharge de sédiments qui est liée à certains usages, notamment les usages agricoles, mais bon, je pense qu'il y aurait de toute façon une assez bonne charge de sédiments, à en croire les études là, que j'ai consultées sur la question. Hein, on nous dit que une bonne partie des sédiments proviennent du lit de la rivière. Donc, c'est intéressant de penser qu'il pourrait y avoir des usages et des façons de valoriser ces sédiments. Puis je pense que c'est un peu ce qui est souhaité par Victoriaville, c'est de distribuer les sédiments déshydratés à des citoyens, des compagnies, ou bon, faire des épandages. Mais ouais, je pense qu'en effet, il faut voir ça comme une ressource. Le problème, c'est que c'est très coûteux hein, d'aller déplacer ces sédiments-là. Le dragage n'est pas écologique non plus parce qu'on détruit le fond d'un réservoir qui s'est quand même revégétalisé, qui est naturalisé dans une certaine mesure. Là. Ben, ça dépend du réservoir, en Ça fait. dépend du réservoir aussi, oui. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, peut-être qu'on a construit des réservoirs pour qu'ils accumulent de l'eau, puis là, on s'est aperçu qu'ils accumulaient aussi des sédiments, puis qu'on avait moins d'eau. Si on prévoyait peut-être la construction de réservoirs mieux pensés, on n'accumulerait pas des sédiments pendant, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, puis que là, on essaie de les valoriser. C'est sûr que dans la valorisation de ces sédiments-là, il faut prendre en compte un paquet de considérations. Là, l'innocuité de ce produit-là, des fois, il peut y avoir, ça dépend des sources, là, des médicaments, etc. En milieu agricole, on a des trappes à sédiments là, dans les cours d'eau, dans les fossés, pour être en mesure justement on les vide et puis on les retourne au champ. Puis donc, au lieu que les sédiments viennent envaser le fossé. Là.
Mais il y a une réflexion à y avoir là-dessus. Oui, c'est intéressant. Merci. Un enjeu qui était ressorti, en tout cas dans l'étude de cas de Compton, là, où est-ce que justement les agriculteurs disaient que le cadre réglementaire ne leur permettait pas d'aller récupérer les sédiments de la rivière. Puis eux avaient l'impression que ça contribuait à augmenter le problème d'inondation, mais la modélisation a montré que ce n'était pas nécessairement le cas parce qu'en fait, quand tu déplaces des sédiments, le problème se transfère ailleurs, si je peux le résumer très rapidement. Mais c'est sûr qu'ils nous citaient là, la valeur économique que ça avait pour eux d'utiliser ce gravier-là pour les chemins de ferme, notamment. Et là, on voit que parfois, il y a une tension quand même entre les éléments de préservation écologique puis certains usages communautaires, collectifs qui ont quand même qui ont des valeurs pour les collectivités, certainement. Là, après ça, c'est d'adapter. Dans le cas d'un bassin artificiel, on pourrait plus penser à des adaptations assez facilement. Mais quel est l'état de référence là, à ce moment-là? C'est plus une question philosophique. En effet. Ben, merci beaucoup à vous deux. On manque de temps pour poursuivre les discussions. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce webinaire. On vous remercie alors Jean-François et Caroline pour cette belle présentation et merci à tout l'auditoire. Je vous rappelle que l'enregistrement et la présentation ainsi que les divers liens seront disponibles dès la semaine prochaine sur le site internet et vous recevrez aussi une petite notification à cet effet. On vous donne aussi rendez-vous demain pour le 10e et dernier atelier GDEP. Nous allons parler là d'une mesure aussi qui est en amont de l'implantation d'infrastructures pour la gestion des eaux pluviales, qui est la conservation des milieux pour bénéficier de leurs services écosystémiques. Donc voilà, demain ce sera à 14h. Encore merci à tout le monde et une belle fin de journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup à tout le monde.